Après le préjudice économique l'an dernier, Madame le Premier Président, voilà donc que les relations économiques sont au centre de cette manifestation. Et déjà présents, mais de façon quelque peu subreptice l'an dernier, droits communs et droits spéciaux sont cette fois sous les feux de la rampe, si j'ose dire, jusque dans l'intitulé coiffant cette journée. À la difficulté donc tenant à la diversité des relations économiques, nous n'avons donc pas craint d'en ajouter une autre, liée à la relativité des notions de droit commun et de droit spécial. Permettez-moi, Madame le Premier Président, de vous remercier à mon tour de l'accueil que vous voulez bien réserver une fois encore à ce projet quelque peu ambitieux. Et je voudrais également d'emblée remercier très vivement Michel Germain de m'avoir fait l'amitié d'accepter la tâche ô combien ingrate du rapport de synthèse. À suivre son étymologie, ainsi que d'ailleurs Gérard Cornu, le terme de relation évoque tout rapport de droit ou de fait entre au moins deux personnes. Lui a cependant été accolé en l'occurrence l'adjectif économique dans lequel on pourrait voir la marque d'un tropisme concurrentiel accusé qui s'est d'ailleurs révélé quelque peu dans vos propos, Madame le Premier Président, cet impérialisme cher au droit de la concurrence. En réalité, cette épithète reflète la volonté d'embrasser large au-delà des relations commerciales ou même d'affaires en envisageant les relations de l'entreprise. Ces relations peuvent évidemment prendre la forme ou donner lieu à des contrats, mais elles ne s'y limitent pas. Par-delà les rapports de fournisseur à client, d'employeur à salarié ou encore entre associés, il peut s'agir, en l'absence de tout contrat, de relations de rivalité. Rivalité, bien sûr, entre entreprises opérant sur le même marché qui viennent se disputer les faveurs de la clientèle. Mais rivalité aussi entre créanciers d'une même entreprise qui entendent obtenir leur dû. En outre, et c'est le dernier phénomène en date, ces relations se sont trouvées renouvelées plus ou moins profondément, selon les cas, par les mutations technologiques, au premier rang desquelles l'Internet. Au regard de cette hétérogénéité, il a fallu se risquer, pour les besoins du colloque, à une tentative d'ordonnancement. La dichotomie relation hors marché de marché, peut-être est-ce là l'illustration de ce que lorsque l'on chasse le naturel, il revient au galop, cette dichotomie donc s'est imposée de façon quasi immédiate, accompagnée d'une autre conviction que le numérique méritait une place à part parce qu'il est susceptible d'interférer sur n'importe quelle relation économique. Mais ceci reste bien entendu à vérifier et nous attendrons avec intérêt sur ce point les conclusions de Pierre-Yves Gauthier, Marie Even et Gilles Verken. Du côté des relations de marché, les rapports de concurrence entre entreprises et de consommation avec le client final seront scrutés avec attention par un trio constitué de Gaël Champy, Irène Luc et Jan Schneider. Last but not least, puisque vous y êtes autorisé, Monsieur le Directeur des Affaires civiles, je le fais à mon tour, ou plutôt en l'occurrence première de la journée, la table ronde placée sous la houlette de Philippe Roussel-Gall présente la caractéristique de faire cohabiter des relations en interne à l'entreprise et en externe, dans ce dernier cas sur fond de crise, de difficultés financières. Aussi avons-nous réuni autour de lui pas moins de 4 autres personnes, par ordre alphabétique, Laurent Godon, Marie-Christine Hébert-Pajot, Didier Malka et Isabelle Roard-Messager. Je voudrais ici remercier chacun des participants aux tables rondes, d'autant plus que les contraintes temporelles leur ont imposé et leur imposeront de faire des choix dans leur présentation. Ces mêmes contraintes temporelles ont d'ailleurs conduit à laisser d'emblée de côté, malgré l'intérêt qu'elles pouvaient présenter, certains types de relations, à l'instar des relations entre l'entreprise et ses salariés. Au regard de cette diversité des relations économiques, il est permis de s'interroger, et c'est l'un des objets de ce colloque, sur le point de savoir comment elles sont et devraient être appréhendées par le ou les droits. Et le moment est alors venu de lever le voile, même s'il a déjà été levé en partie, sur le point de savoir ce que sont ces notions de droits communs et de droits spéciaux, qui, comme l'a rappelé Madame le Premier Président, s'identifient l'une par rapport à l'autre. Force est de constater que la fréquence de l'évocation du droit commun n'a d'égal que la rareté d'une définition. De son côté, l'identification des droits spéciaux n'est guère plus aisée, tandis que certains rassemblent des règles propres à une catégorie de contrats, contrats spéciaux, contrats de consommation, contrats de société, contrats d'assurance, contrats de travail, de sorte qu'ils se présentent plutôt comme des droits spécialisés des contrats. D'autres, tels le droit de la concurrence ou le droit des procédures collectives, apparaissent davantage extraordinaires, tant par leur transversalité que par leur potentiel subversif. Les tribunaux de commerce devront juger d'après le droit commun, c'est-à-dire d'après le droit civil. Au risque de surprendre,
Cette citation est empruntée au Conseil d'État dans un avis quelque peu ancien du 13 décembre 1811. Des siècles après, cette assimilation a encore cours, et elle est d'ailleurs très largement exacte lorsque le droit civil est envisagé dans chacun de ses compartiments, dans ses rapports avec d'autres disciplines du droit privé. Pour autant, le droit commun ne s'épuise pas dans le droit civil. Ainsi, les droits fondamentaux pourraient-ils faire figure de super droit commun, si vous me passez l'expression. Bien plus, il semble exister désormais non plus un droit commun, mais bien plusieurs droits communs, les droits spéciaux secrétant à leur tour leur propre droit commun, de sorte qu'au final, on peut constater un phénomène analogue à celui des poupées russes, du commun au spécial, du spécial au très spécial, et ainsi de suite. En prenant appui sur la sémantique, mais aussi sur l'histoire, il est possible de considérer que le droit commun désigne non seulement un bloc normatif qui a une vocation d'application générale, mais que cette expression manifeste aussi l'aptitude à servir de modèle dans une perspective de cohérence du droit, de perfectionnement technique des règles. Identifié au droit civil, le droit commun, cela a déjà été dit, a pu sembler débordé par les législations spéciales d'origine interne ou plus encore d'origine européenne. Ces lois spéciales se sont multipliées. Dès lors, le rayon d'action du droit commun a pu sembler se réduire comme peau de chagrin. Cependant, longtemps immuable dans les parties intéressant les relations économiques, le Code civil a entrepris sa rénovation. Après le droit des contrats, du régime général des obligations et des preuves, la réforme gagne du terrain et pourrait concerner dans un avenir plus ou moins proche, bien sûr, les contrats spéciaux, les sûretés et la responsabilité civile. Tant et si bien que l'intervention du directeur des affaires civiles et du Sceau s'imposait aujourd'hui avec une particulière acuité. Tant et si bien que le moment est particulièrement bienvenu de réinterroger les rapports entre droit commun et droits spéciaux, quitte à formuler au cours de cette journée des propositions ou même à la suite de cette journée. Quelle appréhension des relations économiques par le droit, quel rapport entre droit commun et droits spéciaux des relations économiques, telles sont en fin de compte les deux questions qui vont rythmer ce rapport introductif. Comme l'a souligné la garde des Sceaux dans son discours prononcé jeudi dernier à la Conférence générale des tribunaux de commerce, les mondes du droit et de l'économie sont complémentaires. Les relations économiques ne peuvent se passer du droit, mais se pose en retour la question de savoir en quoi le caractère économique doit imprimer sa marque sur le droit. Sans ériger l'économie en alpha et oméga, ni raisonner uniquement en termes d'attractivité du droit et du système judiciaire français, quoique le Brexit offre quelques opportunités à saisir peut-être, il est permis de penser qu'une place doit être faite à l'économie, aux côtés de la sociologie du droit comparé, et cela est vrai dans l'appréhension juridique comme dans l'appréhension judiciaire des relations économiques. La place faite à l'économie dans les règles de droit doit être recherchée dans leur élaboration, mais aussi dans leur contenu. Sans être absente au moment d'élaborer la règle de droit, l'économie est subordonnée à la volonté politique, aussi bien quant aux finalités assignées à la règle qu'en ce qui concerne la décision même de l'adopter. Les finalités peuvent certes être économiques, mais elles vont varier au gré des périodes et des préoccupations privilégiées par les pouvoirs publics. Ainsi, le droit français des pratiques restrictives s'est-il attaché, selon les périodes, à protéger la grande distribution, mais oui, on a tendance à l'oublier, mais oui, mais aussi le petit commerce, mais encore les fournisseurs de la grande distribution. De même, le droit des procédures collectives, selon les réformes, fait prévaloir le paiement des créanciers ou la sauvegarde des emplois. Surtout, au regard de l'inflation législative déjà signalée, il pourrait être opportun, et je crois que nous nous rejoignons, Monsieur le directeur des affaires civiles, d'adopter un principe d'économie en quelque sorte, et de considérer qu'une loi n'a lieu d'être que dans la mesure de sa nécessité ou à tout le moins de son utilité. Selon un adage britannique, quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas la faire. À quoi on pourrait être tenté d'ajouter, quand il n'était pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de la défaire. Vaste programme en réalité. Dans cette perspective, la place faite à l'analyse économique du droit devrait être augmentée. D'abord en amont, pour contribuer à déterminer les hypothèses dans lesquelles une règle de droit est effectivement requise, ce qui peut-être pourrait limiter aussi l'influence des groupes de pression, des groupes d'intérêt. Ensuite, en aval, pour en mesurer les effets concrets et conduire à des adaptations, voire
à des suppressions lorsque la règle de droit se révèle inopportune. L'économie ne règle pas non plus en maîtresse absolue lorsqu'il s'agit de définir les contours de la règle. Si parfois le vocabulaire lui est emprunté, comme c'est notamment le cas en droit de la concurrence, force est de constater que le droit procède à une réappropriation. Par exemple, il va préférer évoquer la notion de position dominante plutôt que celle de pouvoir de marché. Mais les relations économiques sont diverses et mouvantes, de telle sorte que l'efficacité de la règle de droit, son aptitude à les saisir, dépend de sa faculté d'adaptation. Force est de constater ici que deux voies bien différentes sont empruntées. L'une que l'on connaît bien, consiste à amender et compléter fréquemment l'arsenal législatif, souvent par des dispositions ciblées, qu'il faut refaire et refaire. L'autre suppose au contraire d'adopter des règles qui sont de configuration plus générale et qui se prêtent par conséquent aisément à des transpositions, à des adaptations. La sanction qui accompagne la règle de droit paraît mériter une attention toute particulière, tant il est vrai que sans sanction appropriée, toute règle est atteinte d'une infirmité congénitale. Et cela est particulièrement vrai dans le cas des relations économiques. Peut-être faut-il voir là l'explication de l'arsenal très étoffé de sanctions qui semble recueillir la préférence du législateur en matière économique, au point que l'on pourrait se poser la question de savoir si l'abondance ne nuit pas en la matière. Et peut-être que la question mériterait effectivement d'être posée. Sanctions pénales, administratives, professionnelles, à quoi l'on pourrait ajouter dans le cas des procédures collectives des sanctions économiques, pour reprendre l'expression de Philippe Roussel-Gall, dans le cas par exemple de la confusion de patrimoine. À quoi l'on se gardera d'oublier les sanctions civiles, qu'il s'agisse des sanctions traditionnelles, responsabilité ou nullité, mais aussi de l'amende civile. Quoi qu'il en soit, et aussi bien conçues soient-elles, les règles de droit n'en laissent pas moins une foule de choses à l'arbitrage des juges. Et s'agissant à présent de l'appréhension judiciaire des relations économiques, il faut s'intéresser brièvement aux juges appelés à statuer, puis aux apports possibles de l'économie à la décision de justice. Plusieurs questions se posent quant aux juges des relations économiques, mais certaines ont déjà été abordées, ce qui me permettra d'aller relativement vite. Faut-il un juge, et un seul ou plusieurs ? Faute de temps, et comme cela a déjà été évoqué, je ne reviendrai pas sur cette question de façon détaillée, sauf à dire, et en empruntant à Guy Canivet, qu'en cas de pluralité des juges, il faut, à tout le moins, disposer de règles de répartition de compétences aussi claires que possible, ainsi que de mécanismes rapides et efficaces de règlement des conflits éventuels. En revanche, je poserai une autre question, peut-être un peu provocatrice, qui est celle de savoir s'il faut un juge. Et cette question, elle fait écho évidemment aux discussions suscitées par la proposition de directive sur l'insolvabilité. En l'occurrence, et tout en laissant aux spécialistes le soin d'y répondre, il me semble que la réponse est clairement positive. Ce n'est pas dire pour autant que la déjudiciarisation ne soit pas à envisager dans certains cas. Moins de juges pour mieux de juges, en procédant à des redéploiements, l'efficacité est sans doute à ce prix, plutôt qu'au renoncement à la collégialité dans l'acte de juger. Et on peut, à cet égard, songer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges, mais aussi à d'autres formes de procédures alternatives ou négociées. Né de la pratique, le mandat ad hoc ou la prévention ont ainsi été consacrés par le droit des procédures collectives. Le besoin, l'impératif même d'une compétence économique des juges pose la question des moyens et des actions à entreprendre à cette fin. Là encore, ayant déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce point, j'irai vite. Cela intéresse la composition des formations, mais aussi la mise à disposition des compétences économiques, en interne comme en externe, via des experts judiciaires ou encore des sachants, tels que les autorités spécialisées, avec lesquelles on peut imaginer ou développer la coopération. C'est aussi le défi de la formation initiale et continue des juges professionnels ou consulaires. Il s'agit encore de tirer le meilleur parti possible de la spécialisation, notamment via la reconnaissance des carrières ou encore des réflexions sur une méthodologie commune ou des retours d'expérience, à l'instar du groupe de réflexion qui s'est déroulé devant cette cour en matière de préjudice économique. Reste à savoir quelle place est réservée à l'économie dans la décision de justice. Tout d'abord, il arrive que les contours des règles soient précisés, voire étoffés par le biais d'une interprétation teintée d'économie. C'est bien sûr le cas, naturellement, lorsque la règle de droit
utilise des notions économiques. Mais le juge se livre parfois à une interprétation créative à partir d'une règle d'expérience économique, comme c'est par exemple le cas en droit de la concurrence en matière de prix prédateur. Mais l'économie est également utilisée au stade de l'application de la règle. Et sur ce point, on ne peut pas ne pas évoquer ici la méthodologie qui est suivie pour l'évaluation du préjudice en matière de pratiques anticoncurrentielles qui, dans la période récente, a donné lieu à plusieurs arrêts de cette Cour qui conjuguent très bien principes juridiques d'un côté, mais aussi enseignement économique. Le raisonnement économique innerve encore la décision lorsque le juge fait ou fait procéder à un bilan destiné à mesurer finalement le poids relatif des avantages et des inconvénients. Cela est vrai en droit de la concurrence, par exemple pour octroyer une exemption, mais cela concerne aussi le droit des procédures collectives au moment de se prononcer sur la viabilité d'un plan de cession. Pour autant, il est permis de penser, là encore, que l'analyse économique effectuée demeure et doit demeurer, de mon point de vue, celle de juriste, de sorte que les principes généraux du droit ne doivent jamais céder. Si le juge des relations économiques doit, comme on le voit, avoir une culture économique, le mettant en mesure, à tout le moins, de comprendre les enjeux, de dialoguer avec les experts économiques, de faire application des préceptes économiques en se les réappropriant, il lui revient aussi, et surtout, de résoudre des difficultés purement juridiques qui tiennent à l'identification des règles de droit applicables et à leur mise en œuvre. Or, la rencontre du droit commun et des droits spéciaux pose la question de savoir comment ils s'articulent, quels rapports de coexistence sont les leurs. Mais il conviendra aussi de se demander quelles actions ils sont susceptibles d'exercer l'un sur l'autre, en envisageant les rapports d'influence. En première analyse, la coexistence entre droit commun et droit spécial se traduit par l'exclusion du premier au profit du second. Cependant, et à mieux y regarder, le droit commun résiste fort bien, et peut-être mieux encore, au droit spécial, de sorte qu'il faut envisager leur complémentarité. La supériorité du droit spécial sur le droit commun est à première vue d'autant plus évidente que l'on assiste au phénomène déjà évoqué d'inflation des droits spéciaux, censés, en outre, être plus adaptés à une situation particulière que le droit commun. Cette domination s'exprime souvent à travers la maxime d'interprétation specialia generalibus dérogante. Cependant, celle-ci ne lie pas les juridictions. Alors, dans le cas particulier du droit commun des contrats, le nouvel article 1105 du Code civil s'est employé spécifiquement à assurer sa coordination avec les droits spéciaux. Il dispose à cet effet que les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Mais il n'est pas sûr que cette disposition nouvelle suffise à lever tout doute. La mise à l'écart du droit commun n'a lieu d'être en effet que dans le cas où son application simultanée avec la règle spéciale est impossible en raison de leur caractère contradictoire, et on peut parfois hésiter sur l'existence ou non d'une contradiction. Alors il y a des cas dans lesquels il n'y a guère de doute, mais d'autres hypothèses pourraient être plus délicates, et je ne doute pas que les tables rondes auront l'occasion d'y revenir. Mais au-delà du droit des contrats, les autres droits communs sont concernés. Le droit des procédures collectives entraîne largement l'exclusion, la paralysie même, pourrait-on dire, du droit commun des sûretés. Et il ne s'arrête pas là d'ailleurs, puisqu'il semble poser un quasi-principe d'irresponsabilité au profit des créanciers qui ont consenti des concours aux débiteurs faisant l'objet d'une procédure collective. L'exclusion va aussi s'opérer parfois au détriment d'un droit spécial qui, tel le droit de la concurrence, comme j'avais prévu qu'on dirait qu'il était impérialiste, j'ai voulu prendre une illustration pour montrer que parfois l'exclusion s'opère aussi au détriment du droit de la concurrence. Alors, c'est un droit spécial, mais qui va parfois céder devant plus spécial que lui. Par exemple, il a été décidé que les dispositions spécifiquement prévues par le Code de commerce pour l'agent commercial ou le gérant mandataire évincent la règle sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Pareillement, mais cette fois-ci, sans le secours d'une disposition textuelle qui vient dicter la solution, la Cour de cassation a récemment décidé que les dispositions de l'article L442.6 du Code de commerce
ne s'applique pas aux relations entre les membres d'un GIE et vraisemblablement aux relations sociétaires dans leur ensemble. Elle ne s'applique pas donc aux relations hors marché peut-être. On voit en tout cas que l'éviction du droit commun n'est pas sans limite et que celui-ci cède parfois certes devant les injonctions contraires du droit spécial, mais il couvre aussi tout interstice laissé vacant par le droit spécial. Et cette supériorité du droit commun tient effectivement à son adaptabilité et à sa vocation subsidiaire qui va lui permettre de combler les défauts du droit commun, du droit spécial, pardonnez-moi, mais aussi l'absence totale de droit spécial. En effet, l'adoption d'une règle spéciale n'est pas synonyme de relégation du droit commun. Cela vaut bien sûr lorsque le droit spécial emprunte des notions au droit commun, mais celui-ci peut aussi être appelé à compléter des dispositions incomplètes ou imprécises. Parfois d'ailleurs, cette suppléance est expressément prévue par le texte spécial, à l'instar de l'article 1584 du Code civil, qui, dans le cas de la vente, fait référence aux principes généraux. Dans d'autres cas, plus fréquemment, cette suppléance est implicite, rendue nécessaire par des lacunes du droit spécial. Si le droit commun des contrats n'est pas en reste, l'exemple le plus éclairant est sans doute la responsabilité civile, qui a une vocation universelle. Le droit commun a vocation effectivement à pallier l'absence de toute règle spéciale pour une situation donnée. Et les illustrations ne manquent pas, au point que l'on pourrait considérer que le droit commun n'a pas seulement vocation à servir d'appui au droit spécial, mais qu'il doit en être une limite. Et comme déjà indiqué, il pourrait sembler opportun de canaliser les législations spéciales, voire de reconsidérer l'utilité de certaines d'entre elles en tenant compte des particularités du droit commun. Il reste cependant, et pour finir, rassurez-vous, à envisager des rapports d'influence entre droit commun et droits spéciaux dont nous allons voir qu'ils sont réciproques. L'influence exercée par les droits spéciaux sur le droit commun peut prendre la forme d'une stimulation, d'un aiguillon en quelque sorte. Ainsi a-t-on pu faire observer que le droit des valeurs mobilières a été l'instigateur d'une modernisation du droit des biens. Le constat vaut encore pour le droit de la concurrence. Par exemple, l'attention portée au préjudice concurrentiel a nourri, stimulé la réflexion sur le préjudice économique dans son ensemble. De même, le droit des procédures collectives a sans le moindre doute exercé une influence en ce qui concerne la clause de réserve de propriété. Cependant, les droits spéciaux ne se contentent pas de cette influence médiate. Ils contribuent aussi plus directement à la rénovation du droit commun, dont ils sont parfois la préfiguration. Là encore, les exemples abondent. Le nouveau droit des contrats, cela a déjà été dit, fait apparaître maintes emprunts aux droits spéciaux, la rétroaction qui a été évoquée précédemment. Mais au-delà du droit des contrats, c'est évidemment la question de l'amende civile, sur laquelle je ne pouvais pas revenir, qui est envisagée dans le projet de réforme du droit commun de la responsabilité, qui ne dissimule guère son inspiration puisée dans le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Pour autant, il n'est pas interdit de penser qu'une autre solution aurait pu être envisagée et que peut-être ici serait-il opportun de ne pas s'inspirer du droit spécial, monsieur le directeur général. Peut-être effectivement qu'il y a d'autres solutions pour appréhender la faute lucrative. Mais l'influence se manifeste aussi au moment de mettre en œuvre la règle. À partir du moment où une règle ou une notion est importée du droit spécial, rien d'étonnant à ce que le droit commun vienne s'inspirer, que le juge appelé à mettre en œuvre la règle de droit commun vienne s'inspirer du droit spécial. Pour autant, cette inspiration doit être adaptée, raisonnée. Mais d'autres emprunts sont encore concevables, reposant par exemple sur une acclimatation des méthodes ou du raisonnement suivi en droit spécial dans le droit commun. Pour ne prendre qu'une illustration, le contrôle de l'abus dans la fixation unilatérale du prix gagnerait à s'inspirer du raisonnement suivi en droit de la concurrence. Ce ne sont là finalement que des manifestations actuelles de la loi d'imitation du droit commercial par le droit civil qu'évoquait déjà au début du XXe siècle Laurent. Cependant, à l'influence exercée sur le droit commun par les droits spéciaux répond la loi d'attraction du droit commun sur les droits spéciaux. Je commencerai par l'influence des droits fondamentaux qui atteignent jusqu'aux droits spéciaux extraordinaires.
le droit à un délai raisonnable des procédures judiciaires a inspiré certaines évolutions du droit des procédures collectives, visant à réduire la durée, quelque peu excessive, dit-on, des liquidations judiciaires. Par ailleurs, le droit commun, par sa cohérence et son perfectionnement technique, doit servir de modèle pour les autres disciplines juridiques. Il est par exemple permis de se féliciter, compte tenu de la multiplication des obligations précontractuelles d'information dans les droits spéciaux, que le Code civil consacre désormais le principe d'un devoir général d'information. Pour autant, des progrès restent à réaliser. Qu'il s'agisse d'appeler la Cour de cassation à adopter une méthode d'évaluation du préjudice en cas de rupture brutale qui soit davantage respectueuse des préceptes du droit commun de la responsabilité civile, ou, de façon plus ambitieuse, d'inviter le législateur français à repenser le droit des pratiques restrictives de concurrence en prenant davantage modèle sur le droit commun, ce qui ne semble pas être l'orientation suivie à l'issue des États généraux de l'alimentaire. La cohérence y gagnerait peut-être pourtant, de même d'ailleurs que l'attractivité du droit français. Du reste, on pourrait peut-être faire preuve d'encore plus d'audace en rénovant, sur le modèle du Code civil, le Code de commerce, appelé à devenir un code des relations économiques bâti autour de l'entreprise. L'entreprise est vaste, mais elle mérite d'être entreprise.